vous avez ici le Rialzès qui coule. Et là, vous avez la vallée, ce que j'appelle la vallée du Bézis, on l'appelle comme ça, la vallée du Bézis, qui rentre dans une gorge, qui sont les gorges du Bézis. Le Bézis étant le petit ruisseau qui coule là dans la ravine. Voilà, donc ça c'est le montage. Et les grottes, comme je disais, les grottes qui sont pointées par le domaine de Saunière sont par là, voilà, dans ce coin-là, dans Berco-Petito, elles sont dans ce coin-là. Voilà. Oui, le belvédère. Il y a le belvédère, il est en face, voilà, qui est fabuleux. Hein, c'est extraordinaire hein, d'avoir un belvédère qui regarde les grottes. Hein. Non seulement vous avez l'église, vous avez le domaine, mais vous avez un belvédère en plus. Voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment voir la chose de près et se recueillir, peut-être. Alors, quand on regarde la vallée de face, on la connaît sans la connaître, parce qu'en fait, quand on prend la route, on passe devant, quoi. Mais bon, il y a peu de gens qui pensent à regarder de ce côté-là. Donc vous avez deux choses très remarquables. Vous avez la vallée, là, et vous avez ici une roche très particulière qu'on appelle la tête de l'Indien. Alors, elle est ici. Vous la voyez, là? En fait, c'est vraiment un Indien. C'est extrêmement troublant. Vous avez vraiment tout le faciès avec la bouche, le nez qui est un petit peu allongé. Vous avez même une végétation qui pousse au niveau de l'œil, donc on a l'impression que l'Indien ferme un peu sa paupière, se repose, médite. Et au-dessus, vous avez même des petites crêtes, façon Inca, comme vous voulez, indien. Bon. Donc on l'appelle la tête de l'Indien. Fascinant. Hein. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le roc dit Kiloutier. Donc Kiloutier, Rémi qui m'explique qu'il a certainement raison, et qui veut dire que c'est un kiloutier. Kilout, c'est un bout de pain, quignon de pain, en fait. Quignon de pain, voilà. Donc c'est le roc du Kiloutier. Vous ne vous fiez pas à ce truc-là, c'est immense. Quand vous êtes devant, c'est vertigineux. C'est un bloc rocheux immense. Je me rappelle avoir fait une randonnée pour essayer de retrouver ce point haut, parce que je voulais avoir une vue de là-haut. C'est vertigineux. On ne se rend pas compte là sur la photo, mais je vous assure que c'est chaud. L'aiguille, elle est cachée derrière les arbres, elle est à peu près à ce niveau-là. Elle est derrière, elle est un peu cachée. Donc, la tête de l'Indien fait partie d'un ensemble de roches qu'on appelle les Toustounes, hein, qui est des crêtes rocheuses qui sont à ce niveau-là. Vu de haut, voilà ce que ça donne par photo satellite. Donc là, vous avez le village d'Arques, vous avez le château qui est là, on le voit, le lac, voilà, la Berco-Petito, la Berco-Grando, la Berco-Petito. Et là, je vous ai repéré, alors là, c'est le zoom dans ce secteur-là, ici, et je vous ai repéré l'aiguille. Vous avez l'aiguille qui est là, ici. Donc pareil, hein, on a l'impression que c'est un petit point, un petit grain de sable, mais en fait, quand on y est, je peux vous assurer que c'est immense. Hein. Vous avez la tête de l'Indien vue de haut qui est là. Donc en fait, c'est une arête rocheuse. Donc quand on est de face, c'est un visage. Dès qu'on est de profil, on ne la reconnaît plus. Hein. C'est une arête. Et vous avez le roc dit Kiloutier qui est là, qui est ici. Voilà. Et donc pour y aller, si des gens veulent y aller, faites bien attention parce que le coin est quand même très dangereux. La seule façon un peu sécurisée, c'est de prendre cette petite route forestière. Vous allez sur ce point-là à peu près dès qu'il y a un bon virage, vous mettez par là, et là vous faites waouh. Vous faites waouh, parce qu'il y a une ravine magnifique. Il y a un paysage qui est fabuleux, et quand en plus vous savez que ce lieu est sacré, ben... Alors comment ça se présente à l'intérieur? Parce qu'évidemment, quand on a voulu explorer le Bézis, il a fallu pas mal randonner autour, dessus, dedans. Et donc, on avait une problématique sur ce site, c'est que le Bézis, le ruisseau du Bézis a une particularité,
c'est que quand on est en amont, vraiment en amont, il coule très fort, très très fort, il y a de l'eau. Alors après, évidemment, hein, ça dépend d'une année sur l'autre, suivant qu'il y ait des pluies ou pas, mais quand il y a eu des pluies, je peux vous assurer que ça coule très très fort en amont, on entend l'eau hein, qui bouillonne. Et si vous allez en aval, donc là où le Bézis se branche sur le Rialzès, eh ben c'est sec. Et on a eu une problématique qui a été de mais où passe l'eau? Où va l'eau? Donc on s'est dit bon bah ok, allez on part du côté où il y a de l'eau, en amont on descend. On est descendu, bon ça se passait à peu près bien, tout d'un coup on s'est arrêté, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas aller plus loin, on s'est retrouvé avec des baignoires immenses. Il faut savoir que dans en fait très probablement ce ruisseau aujourd'hui c'était un véritable torrent à une époque. Et donc ça a creusé des baignoires immenses, très profondes. Quand on a essayé de descendre par l'amont, on s'est retrouvé avec des baignoires pleines d'eau. Donc là, il fallait des équipements et tout, on s'est arrêté. Donc la fois suivante, on a remonté dans l'autre sens, pied à sec. Et donc on a remonté, et on s'est retrouvé à un endroit où il commençait à y avoir de l'eau. Voilà, je suis ici. Là, vous voyez, donc l'eau arrive ici, là c'est le côté amont, le côté aval. Et vous voyez l'eau qui est là, et ici c'est sec. À partir de là, c'est sec. L'eau arrive là et disparaît là. Alors quand j'étais là, ok, je me dis, bon, je suis content de moi, j'ai trouvé l'endroit où l'eau part, c'est bien. Je lève les yeux, l'aiguille. Et ouais, l'aiguille est plantée là où l'eau disparaît. Formidable. Et c'est là où j'ai pris conscience que, oh, Maurice Leblanc. Alors j'étais déjà un petit peu affûté sur Maurice Leblanc, hein, mais là je commençais à toucher du doigt le problème là. Hein, parce que non seulement on y arrive, on nous montre, on trouve déjà des choses curieuses, de l'eau qui disparaît, tout ça, ça me parle, hein, parce que faut savoir que voilà, hein, l'eau souterraine, etc., les sources souterraines, tout ça, ça me parle. Là, on commence à toucher le problème de près. Hein. Puis en plus, il y a une aiguille. Et pas une petite aiguille, une très grosse aiguille, un truc immense. Donc là, j'étais assez content de moi. Hein. Donc là, je peux vous dire que quand je suis rentré, je me suis replongé dans les Arsène Lupin, et pas que. Vous allez voir, il y a d'autres auteurs. Alors le Bézis, c'est aussi des grottes, parce qu'évidemment, elles sont montrées par le domaine de Saunière. Et donc voilà, on les a visitées. Alors il y en a deux, hein. Il y a une triangulaire, il y en a une ronde. Donc elles sont là. Et alors il y en a une qui est amusante parce que vous avez un banc naturel dans la grotte. Là on est assis dessus, là, il y a Patrick et moi-même. Et ce que j'appelle la grotte au banc. Alors là je vais faire une toute petite parenthèse. Vous vous rappelez le triangle équilatéral du domaine de Saunière pointe sur les grottes par le jeu du plan. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le triangle, dans le jardin du calvaire de Saunière? Il y avait des grottes, des fausses grottes. C'est-à-dire que non seulement le triangle équilatéral pointe des grottes qui sont en vrai dans la géographie, mais en plus on a construit des grottes naturelles dans le jardin du calvaire. Vous voyez le cheminement intellectuel commence à faire beaucoup. Et en plus, non seulement ça, mais en plus il y a une grotte au banc. Une grotte au banc. Tiens, bah voilà, là on en a une là. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Taillé en triangle au niveau de l'entrée. Ouais, taillé en triangle. Et là vous avez, donc les grottes elles sont situées par là, hein, dans la rocaille. Ici elles sont cachées dans le maquis. Et alors, ce qui est extraordinaire, ça, on aime beaucoup quand on a trouvé ça, mais bon, maintenant, c'est notre coin de pique-nique, maintenant, quand on va là-bas, et on se met là-bas, on est tranquille. Vous avez un mystérieux belvédère, la tour rouillée, qui donne un peu le vertige, parce qu'en fait, il y a une sorte de plateforme de béton qui a été jetée là. Il donne le vertige, parce que vous avez le ravin qui est en dessous. Et ben, hop, on admire, juste en face, il y a les grottes. Incroyable, ça veut dire qu'en fait, on a construit un balcon, là, qui admire les grottes. Ce qu'on appelle le belvédère. Alors la vallée du Bézis, si on la regarde un peu plus de manière géologique, on va dire, là vous la voyez hein, sous une autre forme.
vous voyez qu'elle a une forme très particulière. J'ai mis le profil ici, vous voyez. Il y a une forme en V, extrêmement caractéristique. Alors il faut la regarder de face. J'espère que là, avec les équipements que j'ai, drone et tout, je vais pouvoir vous montrer ça un peu plus, de manière un peu plus directe. Mais il y a vraiment une forme en V, et cette forme en V, en fait, si vous regardez le découpage, vous avez la tête de l'Indien, vous avez l'aiguille qui est ici, vous avez une autre roche, j'y reviendrai tout à l'heure, et vous avez le Rock Diki Luki. Et vous voyez ici la forme en V et l'aiguille. Et là, vous êtes dans un symbole isiaque. Ah, symbole de la féminité, le V, l'aiguille, symbole phallique. Vous êtes dans le mythe osirien, hein, classique. Isis, Osiris, etc. Là, parce il faut aussi comprendre la démarche des érudits derrière, hein, qui ont utilisé cette représentation géologique naturelle et qui ont essayé de la symboliser. Et puis pas que, hein, parce que très probablement, c'est ce que je raconte ici, hein, vous savez pertinemment qu'au néolithique, on avait le culte des pierres levées, qu'on levait de manière manuelle. Vous vous rendez compte qu'au néolithique, où on considérait que les pierres étaient des signes des dieux, vous avez ici un site avec une pierre levée magique, naturelle. Ça devait être un vrai culte néolithique, cet endroit. Naturel, pour le coup. Alors, c'est pas fini, parce que maintenant qu'on a compris que ce lieu est important, eh ben, on va pouvoir plaquer un peu de géométrie là-dessus. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un certain nombre de cercles. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle le cercle des églises. Hein. Donc, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il vient des recherches de Lincoln, qui lui-même a puisé chez un autre chercheur. Mais ce qui est important ici, c'est que ce cercle des églises, en fait, vous voyez que eh bien, l'aiguille est posée sur le cercle. Extraordinaire, ça. Parce que l'aiguille, je rappelle, elle est naturelle quand même. Hein. Donc vous vous rendez compte de l'exercice. Déjà, on avait 6 églises posées sur un cercle, c'est déjà pas rien. Hein. Je rappelle qu'un cercle, ça passe par 3 points automatiquement, 3 points distincts. 4, ça commence à être pas mal. 5, ça commence à être très travaillé. 6, ça devient affreux. Là, vous avez 6 avec une aiguille naturelle. Oh là là. Donc on est sur un montage extrêmement particulier. Je vous ai mis ici la petite formule, hein. L'aiguille est posée sur le sac, donc voilà un extrait du serpent rouge, hein. Je reviens sur des classiques de Rennes, le cercle étant l'anneau et couronne, et lui le cercle, le diadème de cette reine du Castel. Vous voyez qu'on est toujours dans cette thématique de cercle qui revient régulièrement, hein. Le cromlech, c'est le cercle de pierre, etc. On est dans cette problématique permanente. Vous avez un autre cercle, alors voilà, on va revenir sur notre fameux cercle de Poussin, avec son triangle d'or. Je vous avais dit, bah oui, c'est important. Eh bien oui, c'est important parce que ce cercle du triangle d'or, l'aiguille est posée dessus. Ah. Donc ça veut dire que Poussin a voulu aussi nous montrer un certain nombre de choses, et notamment cette aiguille, voilà, par son montage triangulaire.
Alors je vais aborder quelques auteurs, je vais aller vite hein, parce que c'est chargé ces auteurs. Alors vous avez Chateaubriand. Chateaubriand, alors c'est un personnage qui a fait beaucoup de choses, il est très politique, et évidemment il a écrit des ouvrages, on va dire, très importants. Il a été ambassadeur, etc. Enfin c'est vraiment un personnage très complexe. Et il a créé notamment, il a écrit notamment un ouvrage très important pour nous qui s'appelle Atala, ou Les Amours de deux sauvages. Il faut savoir que les auteurs qui sont initiés à l'affaire de Rennes ont tous un livre culte, un livre directement lié à l'affaire de Rennes. Après, ils peuvent décliner en d'autres ouvrages, mais ils ont tous un livre culte, un livre phare qui est là. Voilà. Une fois qu'on l'a découvert, après, il faut le travailler. Hein. Donc pour Chateaubriand, c'est Atala. Chateaubriand, il a aussi un parcours d'enfance un peu particulier, hein, puisqu'en fait, il a vécu son enfance au château de Combourg, une enfance très triste, il était malheureux dans ce château, c'est un château soi-disant hanté, c'est atroce pour un gamin d'être dans un truc pareil. Donc, et ce qui explique certainement tout ce qu'il nous a écrit derrière, quoi. Il y a aussi un petit détail très intéressant là, que je vous ai mis là. Dans Mémoire d'Outre-Tombe, Chateaubriand avoue à un moment donné avoir accepté une charge de l'abbé Émery, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice. Ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que il a accepté une charge, c'est-à-dire qu'il a accepté une mission. Alors il ne dit pas laquelle malheureusement, mais voilà, à un moment donné il a été dans le cercle saint-sulpicien et on lui a donné quelque chose à faire. Quoi, on ne sait pas. Atala, donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est un livre magnifique. En résumé, c'est quoi? C'est une histoire romantique assez classique, mais très, très profonde. Hein. C'est l'histoire de deux êtres qui tombent amoureux fous l'un de l'autre, hein. C'est le coup de foudre. Et Atala, qui est se donne la mort, puisqu'en fait, elle fait vœu de virginité, et pour ne pas succomber à la tentation, à ce qu'elle veut dire, de son amoureux, elle se donne la mort, elle se suicide. Ce qui est troublant dans le roman de Chateaubriand, c'est que quand on le lit, c'est une belle histoire, hein, très belle histoire, très profonde, romantique et tout, mais ça interpelle très vite. Alors ça interpelle évidemment pour les gens qui sont dans l'affaire. Hein. Vous allez avoir, je vous ai mis ici résumé, hein, vous allez avoir par exemple un prêtre qui va s'occuper de la mise au tombeau, donc qui est solitaire. Donc là, vous avez une référence à Saint-Antoine Ermite. Vous avez cette répétition rituelle hein, régulière, Atala, Magdala, c'est des consonances qui parlent. La tête de l'Indien, on en parle dans Atala. Louis XIV, alors parce qu'il place son roman sous Louis XIV. Tiens, Louis XIV, bah oui, Louis XIV, on est en plein dans l'histoire. Hein. Il nous parle du ruisseau de la paix, des lazaristes, d'une grotte, d'une urde d'or, etc., etc. Plus on rentre dans le roman, et plus on s'aperçoit qu'il est en train de nous raconter autre chose. Quoi. Non seulement il est dans ce récit romanesque, mais il est en train de nous raconter autre chose. Et vous avez un superbe tableau, alors lui il est au Louvre, qui a été fait, puisqu'en fait ce roman Atala a eu un très grand succès quand il est sorti. Et donc il y a un peintre qui a voulu immortaliser un petit peu la mise au tombeau, qui est un des passages les plus célèbres d'Atala. Et vous voyez, vous allez comprendre après la portée de ce tableau. Vous voyez ici le prêtre, c'est une mise au tombeau, hein, Atala est morte, hein, elle s'est suicidée. Et vous avez cette mise au tombeau, ce recueillement qui se passe dans une grotte, une croix chrétienne qui est au bout. Hein, vous avez voilà, un sort de Saint-Antoine qui est là. Et Atala est nimbé de blanc, de lumière blanche. Hein, une sorte de sainte en fait. Hein. Et regardez la position de l'Indien. Il est presque en méditation. Il se prosterne. Vous voyez?
Et là, ça fait tilt aussi. Quand j'ai commencé à lire ça, l'Indien, ben oui, l'Indien, la tête de l'Indien. Eh oui, la tête de l'Indien, regardez, il est là. Là, vous avez l'Indien, vous avez Shaktas, qui est sur le tombeau. Extraordinaire, hein? Chateaubriand. Chateaubriand, il y a une particularité. Il y a un bug dans le mausolée. C'est très amusant. Ça, c'est un truc qu'on connaît depuis très longtemps, mais ça prend toute sa saveur là, sur les recherches. Pourquoi? Parce que quand il était ambassadeur, Chateaubriand, à savoir pourquoi, c'était un fou de Nicolas Poussin. Il était fasciné par ce peintre. Et puis, quand il était à Rome, il a décidé de construire un mausolée. Donc, vous l'avez ici. Voilà, donc voilà, c'est une architecture verticale où vous avez le buste de Poussin. Vous avez ici une gravure en marbre où vous voyez les bergers d'Arcadie. Voilà, il n'a pas choisi un autre tableau, il a pris les bergers d'Arcadie. C'est incroyable. Et là, il y a un bug. Vous voyez, est gravé Fa de Chateaubriand à Nicolas Poussin pour la gloire des arts, etc. Bon. Et là, il y a un problème. Fa de Chateaubriand. Alors, pourquoi il y a un problème? Parce que Chateaubriand, en fait, il s'appelle François-René de Chateaubriand. FR de Chateaubriand. Donc, ça aurait dû être FR de Chateaubriand. Mais c'est FA. Ça colle pas. Alors, il y a des auteurs qui se sont dit, non, ça c'est des conneries. En fait, il a voulu rendre hommage à son père. Ouais, sauf que son père, c'est René Auguste. Alors, ça colle pas non plus. RA. Ben non, c'est FA, c'est pas RA. Donc, ça colle pas. Et puis, en plus, il détestait son père. Donc, je vois pas pourquoi il aurait mis les initiales de son père à sa place. Donc, on se retrouve avec un truc embêtant. C'est soit une erreur, ce qui m'étonne beaucoup, parce que quand même, faire un mausolée, un tel mausolée en hommage à un grand maître du XVIIe et se planter sur les initiales, c'est fort ça. D'autant qu'on sait le corriger ça. Hein. Enfin, il y a des procédés pour corriger des erreurs pareilles. Ils n'ont rien fait, ils ont laissé. Par contre, ce qui est amusant, c'est que quand on lit à l'envers, souvent dans l'affaire de Rennes, il faut inverser, il faut jouer avec les syllabes. Et bien vous avez brillant château de Fa. C'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, l'auteur il est là-bas. Brillant château de Fa. Et autant il y a une dizaine d'années, bon, je connaissais la problématique et je n'avais pas rebondi dessus. Aujourd'hui, ça me parle, hein, parce que brillant château de Fa, bah oui, il est brillant ce château. Je l'utilise pour caler le domaine. Il peut être brillant, hein. Parce qu'il y a de l'or. Allez, je continue. Balzac. Alors Balzac, fabuleux aussi. Alors Balzac, c'est terrible parce que en fait, c'était un fou d'écriture. Il a écrit je ne sais pas combien de romans et tout. Enfin, c'est invraisemblable. Pour étudier un tel auteur, faut passer sa vie là-dessus. Hein. Par contre, comme je disais, chaque auteur a son livre culte, son livre de reine. Lui, pour Balzac, c'est Le Lys dans la vallée, 1835. Le Lys dans la vallée. Hein, il y a aussi un petit peu le Lys dans la vallée. Vous avez le Bézis, hein, on est un peu dans la rime. Et là, je vous ai mis. Alors, le Lys dans la vallée, c'est quoi? C'est une belle histoire, pareil, romanesque. Hein, c'est l'époque. Donc, vous avez voilà Blanche de Morsauf qui est mariée et qui tombe amoureuse d'un aristocrate. Et voilà, il y a toute une histoire romanesque qui se déroule. Ils ont une fille qui s'appelle Madeleine. Amusant. Elle est citée 124 fois dans le. C'est fort. On est dans le subliminal, là. Le bourrage de crâne. 124 fois, vous vous rendez-vous compte? Si à la fin de la lecture, si vous... Madeleine, c'est dans le cerveau, là, hein, ça tourne. Hein. Alors là, je vous ai mis, vous allez voir, je vous ai mis ce paragraphe-là parce que c'est un exemple qui vous montre l'érudition de ces auteurs, le niveau d'érudition de ces auteurs.
Et je peux vous assurer que j'ai passé plusieurs fois sur ce paragraphe-là sans rien y comprendre. Hein. Puis un jour, ça fait tilt. J'ai cherché longtemps le sens de cette énigme. Ah, ça c'est embêtant parce que, en fait, dans le roman, c'est une histoire romantique. Hein. Il n'y a pas d'énigme. Que vient faire l'énigme dans une histoire d'énigme dans le roman? Bon. J'ai cherché longtemps le sens de cette énigme, je vous l'avoue. J'ai fouillé bien des mystères. J'ai découvert la raison de plusieurs lois naturelles, le sens de quelques hiéroglyphes divins. Wow. Quelques hiéroglyphes divins. Donc là, ça veut dire qu'on est dans des divinités. Hiéroglyphes, on est un peu dans l'égyptologie. Qu'est-ce que ça vient faire dans un roman de Balzac où on est en train de raconter les amours de deux aristocrates? Bon. De celui-ci, je ne sais rien. Je l'étudie toujours. Bon, ça veut dire qu'il n'avait pas toutes les informations. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, c'est là où ça devient très intéressant. Regardez l'érudition de ce... Comme une figure du casse-tête indien dont les Brahmes se sont réservés la construction symbolique. Alors là, il faut faire un peu de gymnastique. Hein. Moi, je suis passé pas mal de fois là-dessus, mais je peux vous assurer qu'au début, je n'ai rien compris. Hein. Allez, on décortique. Vous avez saisi, là, un petit peu? Non, pas encore? Moi, j'ai mis du temps, hein, je peux vous assurer. Hein. Une figure du casse-tête indien. Figure. Visage. Mais ça peut être aussi une forme géométrique, je rappelle. Casse-tête indien. Tête indien. Ah, tête d'indien, ça me parle. Casse-tête. Ah bah oui, évidemment, casse-tête. Parce que c'est une énigme, c'est un casse-tête. Figure, bah oui, c'est un visage. Figure de l'énigme d'Indien. On peut le traduire comme ça. Dont les Brahmes se sont réservés la construction symbolique. Ah, les Brahmes. Là, j'ai mis longtemps. Hein. C'est quoi les Brahmes? Le reine Brahme. Eh oui. Qui Brahme? Les cerfs, oui, mais encore. Le reine. Eh oui, eh oui, les reines. Les reines. Donc là, on est en train de nous parler d'une figure du casse-tête indien dont les reines se sont réservées la construction symbolique. Vous voyez, on est en train de nous parler des deux reines avec la tête de l'Indien, où il y a des constructions symboliques. Ici, le génie du mal est trop visiblement le maître. C'est qui le génie du mal? C'est le diable. Est trop visiblement le maître. Ah oui, donc là on revient au grand classique de l'énigme de Rennes, hein, avec le diable qui est tapi dans l'énigme. Et je n'ose accuser Dieu. Malheur sans remède, qui donc s'amuse à vous tisser. Henriette et son philosophe inconnu auraient-ils donc raison? Leur mysticisme contiendrait-il le sens général de l'humanité? Là, il faut faire un peu d'histoire. Henriette et son philosophe inconnu. Alors, Henriette, il faut savoir qu'il y a une Henriette de Bourbon, de Conti, qui est liée à une mouvance janséniste avec de la franc-maçonnerie. Et vous avez le philosophe inconnu. Lui, alors, c'est un philosophe, Louis-Claude de Saint-Martin. Et lui, ce qui est très intéressant, c'est que lui, il a eu des rencontres avec Chateaubriand. Donc on est, vous voyez, on est dans une sorte de cercle d'érudits là derrière. Hein. Compliqué, hein, parce que là, pour décortiquer ça, vous voyez le niveau d'érudition de ces auteurs? Je continue. Edgar Poe. Ah, le fameux Edgar Poe. Edgar Poe, personnage compliqué, angoissé, mais qui a écrit des choses magnifiques, fantastiques. Donc c'est un poète, conteur. C'est lui qui a quasiment inventé le policier fantastique, en fait. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les films que vous avez, les séries, les choses, puisent dans Edgar Poe. C'est le Graal pour tous les scénaristes de science-fiction. Et si vous n'en avez pas lu, allez-y, hein, c'est un vrai régal, Edgar Poe. Gordon Pym.
Il a évidemment son livre de Rennes, comme je disais. Et son livre de Rennes, c'est le Scarabée d'or, 1845. Voilà. Donc, le Scarabée d'or. Alors, Edgar Poe, il a fini malheureux, hein, il a sombré dans l'alcool, il était dépressif. Pour le bonheur des Français, heureusement, Charles Baudelaire nous l'a traduit, heureusement, pour nous, donc on peut profiter de sa littérature. Un fait peu connu, je l'ai mis là, c'était un passionné de cryptographie. Il était passionné de cryptographie, à tel point qu'il avait même lancé un défi au public. Il s'est beaucoup amusé avec ça. Alors le Scarabée d'or, en fait, c'est une histoire de recherche de trésors, assez classique, somme toute. Vous avez le trésor du capitaine Kidd, qui a réellement existé. Hein, voilà, et donc le personnage central, William le Grand, trouve un scarabée d'or massif. Et puis, voilà, il part à la recherche de ce trésor. Il y a une petite aventure. C'est pas très long à lire, hein, il n'est pas très très long, ce roman. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est ce message, puisqu'en fait, il bâtit son roman autour d'un message qu'on connaît à peu près dans l'affaire de Rennes, parce que de temps en temps, on y revient. Voilà, vous l'avez ici traduit. Hein. Un bon verre dans l'hôtel de l'évêque, dans la chaise du diable, 41 degrés, 13 minutes. Vous voyez que c'est très précis ce message. Hein. Principale tige, 7e branche, etc. Vous avez donc un truc un peu mystérieux. Et vous avez référence à ce scarabée d'or. Scarabée d'or, hein, je rappelle, c'est un symbole très très important dans l'Égypte ancienne, hein, puisqu'il est le symbole de la résurrection. Hein. On est encore dans tout ce symbolisme de la résurrection d'Isis, hein, du thème osirien. Alors, ce qui est très intéressant, je voulais vous montrer ça, c'est que dans ce message, alors évidemment dans l'histoire d'Edgar Poe, il finit par décrypter ce message et puis par trouver, comme tu dis, donc cette manière de trouver le trésor en laissant tomber le scarabée à travers l'orbite gauche du crâne depuis un arbre. Donc il y a toute une mise en scène là qui est amusante. Mais par contre, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est cette formule, parce qu'en fait, elle prend tout son sens quand on la plaque à l'énigme, hein, puisque ça commence déjà par un bon verre dans l'hôtel de l'évêque. Alors ça parle évidemment, parce que l'hôtel de l'évêque, il n'y en a pas 36 000 les hôtels de l'évêque ici. Je vous l'ai mis ici, hein, l'hôtel de l'évêché qui est à Allée-les-Bains. Hein, donc voilà, on est en train déjà de poser la sentence dans le coin. Hein. Un bon verre, c'est pas un bon verre d'alcool, c'est un bon verre. À l'époque, on employait ce terme-là pour dire une bonne visée. C'est-à-dire, j'utilise une lunette. En fait, c'est presque un terme de marin. J'utilise une lunette pour voir au loin. Un bon verre. Dans la chaise du diable. Alors, chaise du diable, ça parle aussi. Hein, Rennes-les-Bains, on a la chance d'avoir un fauteuil du diable qui est bien connu. Je vous l'ai mis là. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui vient derrière. 41 degrés 13 minutes nord-est. C'est très précis quand même. Hein. Pas rien. Hein. Eh bien, si on se met sur le fauteuil du diable et qu'on prend 41 degrés 13 minutes nord-est, on passe par l'aiguille. Bon. Ça, décidément, cette aiguille nous persécute. Et vous voyez que ça continue, hein, c'est-à-dire que oui, il y a tout un procédé derrière qui continue, hein, puisque 41, principale tige 7e. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a quelque chose aussi de très amusant, c'est la ligne d'abeille. Alors, on va passer à la suite, vous allez comprendre. Il y a un truc qui va pas, qui perturbait les chercheurs pendant très longtemps, parce que voilà, il y a beaucoup de chercheurs qui ont compris qu'effectivement il y avait quelque chose de suspect par rapport à l'affaire de Rennes, mais là où ça coince, c'est la tête de mort. Lâcher de l'œil gauche de la tête de mort une ligne d'abeille. La tête de mort, mais bon sang, mais il n'y a pas de tête de mort à Rennes. Ça se saurait. On le saurait depuis longtemps.
avec toutes les balades qu'il y a eu de gauche et de droite depuis des années et des années. À l'entrée du cimetière, il y en a eu, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus fort que ça. Et puis, je rappelle, Edgar Poe, il l'a pas vu, hein, ce portail. Hein, il l'a construit, il l'a écrit avant, hein, quand même. Hein. Bon, faut remettre les. Donc, c'est quoi cette tête de mort là? Ah, ça c'est embêtant. Bon, on a fini par la trouver. Mais pour la trouver, il faut être à la bonne heure, au bon endroit. Au Bugarache. Voilà le Bugarache, il est là, je vous l'ai mis ici. Il est là. Est-ce que vous voyez la tête de mort? Vous la voyez? Vous l'avez vue? Elle est où? Là? 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 Là, ça? Non, non, non. Elle est plus belle que ça. Elle est plus belle que ça. Elle est magnifique. Par contre, c'est vrai qu'il faut, pour la voir, il faut déjà qu'il y ait du soleil, parce que c'est un jeu d'ombre et de lumière. Et puis il faut être aux bonnes heures pour avoir le bon éclairage. En fait, elle est là. Vous la voyez là, comme elle est belle? Regardez. Je vais essayer l'entourer. Voilà. Vous la voyez là? Comme elle est belle? Regardez, vous avez les deux orbites là. Le dessin du crâne qui est là. Vous avez la fosse nasale qui est ici. Vous avez même vous voyez, dans un crâne, vous avez le creux nasal hein, qui est ici, que vous retrouvez là. Et vous avez même, là on ne le voit pas trop bien, mais vous avez même la petite dentition qui est là. C'est extraordinaire, hein, par les roches. Alors je peux vous dire, quand on a trouvé ça, je ne sais plus, c'est il y a quelques années, c'est un peu par hasard, hein, pareil, hein, mais il faut être au bon moment, parce qu'en fait, quand on regarde le Bugarache le matin, on ne le voit pas. Il y a une lumière à un moment donné qui fait que le visage, enfin la tête de mort se met en place. Je peux vous dire que, en fait, quand on l'a vu, on ne voit plus que ça. C'est terrible, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vu... Donc vous voyez que en fait, la tête de mort est là. Et alors pourquoi je vous dis que on est bien sur le bon endroit, c'est qu'en plus, une ligne d'abeilles. Il faut savoir que juste à côté du Bugarache, vous avez le roc de l'abeille. Voilà. Voilà. Mais c'est pas une abeille. Mais là, on joue sur on est sur la langue des oiseaux. Voilà. Je m'arrête là sur. Alors, si vous regardez, si vous vous amusez à regarder la même chose sur Google Earth, enfin, vous savez, sur Google Earth, vous pouvez faire du 3D, vous pouvez simuler. Vous allez voir la tête de mort, vous pouvez vous mettre en face, elle est magnifique. Hein. C'est ça qui est rigolo, c'est que la modélisation 3D qui a été faite sur Google, elle est tellement bien faite qu'en fait, le crâne, on le voit. C'est amusant en plus, parce que le crâne, on le voit que sous une certaine luminosité. Hein. Donc en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'on le voit sur Google Earth. Ils ont fait exprès ou quoi? J'en sais rien, je sais pas. No.
Maurice Leblanc. Ah voilà, on y arrive. Hein. Personnage incontournable de l'affaire. Incontournable parce qu'en fait c'est l'auteur phare, puisqu'en fait aujourd'hui on considère que c'est l'auteur qui s'est rapproché le plus de l'énigme. Sans doute parce qu'il a côtoyé les bons cercles au bon moment. Ce qui est très troublant, alors il est né à Rouen, il a eu une sœur, cantatrice célèbre, voilà, qui s'appelait Georgette Leblanc. Pour la petite histoire, Georgette Leblanc était une grande amie d'Emma Calvé. Emma Calvé qui rentre un peu dans l'affaire, hein, donc ça c'est assez troublant. Et ce qui est très intéressant à voir quand on étudie un petit peu le démarrage de son œuvre, c'est qu'il a eu des débuts littéraires très difficiles, Maurice Leblanc. En fait, tout ce qu'il a commencé à écrire ne marchait pas. Le public n'était pas intéressé par ce qu'il écrivait. On aurait presque dit qu'il n'avait pas de talent, quoi. Hein. Pourtant, il se sentait fait pour ça. Hein, c'était son... Il se voyait écrivain, hein, mais ça marchait pas. Il a écrit des pièces de théâtre, pas de public, ça marchait pas. Catastrophe. Il est même tombé dans la dépression à un moment donné. Hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on est dans les années 1901 par là. Il s'est passé quelque chose où tout d'un coup, il nous a sorti l'arrestation d'Arsène Lupin. Donc au début c'est paru en épisode, et puis après c'est paru dans le Je sais tout de l'époque. Et là, ça a commencé à accrocher. Et dans la foulée, il nous a sorti l'Aiguille creuse en 1908, 1909, 1909. Et là, ça a été le succès total. C'est ce qui l'a propulsé au niveau des grands écrivains de l'époque. À tel point qu'il s'est retrouvé invité de gauche et de droite dans les grands cercles parisiens. Enfin, c'est le Graal là qu'il a écrit. Hein. Mais imaginez, il est passé on va dire, d'un écrivain modeste à un écrivain génial. En quoi? En peut-être 6 ans, 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Aiguille creuse, c'est pas que l'histoire qui est très belle. C'est aussi la forme d'écriture, c'est aussi l'invention de son héros Arsène Lupin. Géniale idée. Hein, je rappelle aujourd'hui que Arsène Lupin, c'est un personnage qui a traversé les générations et qui continue aujourd'hui, hein, qui est utilisé maintenant par toute une culture cinématographique, etc. C'est un personnage intemporel. Maurice Leblanc, on a fini par le comparer à Conan Doyle, hein, c'est pareil, hein, l'inventeur de Sherlock Holmes. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quelque chose. On l'a, sans aucun doute, amené une affaire. On lui a amené une affaire, avec un cahier des charges certainement, en lui disant, voilà, on te confie cette affaire, voilà les informations qu'il faut mettre dans le bouquin. Tu te débrouilles comme tu veux, que ça soit suffisamment codé pour que ça marche. Donc l'Aiguille creuse, et ça part comme ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il va commencer à broder autour, c'est-à-dire qu'il va sortir l'Aiguille creuse. Hein, je rappelle, c'est une histoire fabuleuse d'une aiguille qui creuse, qui contient les trésors des rois de France. Et bien il va broder autour, c'est-à-dire qu'il va se mettre à écrire toute une série d'aventures lupinesques, en déclinant sur des thèmes différents. Donc il va aborder des thèmes historiques, il va aborder des thèmes celtiques, druidiques, etc. Il va beaucoup s'amuser autour de ça. Et puis à chaque fois qu'il va aborder des sujets différents, ben, il va nous donner des petites informations de gauche et de droite au lecteur de décrypter tout ça et de se débrouiller. Je peux vous dire qu'il y a un sacré travail derrière. Hein. Voilà, par exemple, vous avez ici, donc là on est dans Sherlock Holmes arrive trop tard. Alors Sherlock Holmes, hein, pour la petite histoire, au début il était parti sur Sherlock Holmes, et puis il s'est fait taper sur les doigts, hein, parce que Conan Doyle, quand il a vu ça, il a dit oh là là, non, tu fais autre chose, mais pas Sherlock Holmes. Hein. Donc il a été malin, il a inversé Sherlock Holmes.
Et donc vous voyez ici, voilà, il y avait là dans la grande salle, hop, l'abbé Gélis, curé du village. Ah, formidable. Ouais. On est en 1907. Antoine Gélis a été assassiné en 1897. Vous voyez, il était déjà au courant d'un certain nombre de choses hein, sur l'affaire. Hein. C'est remonté, hein, par on ne sait quel canal, hein, mais pour qu'il en arrive là, c'est qu'il était informé d'un certain nombre de choses quand même. Hein. Et alors là, voilà, je suis allé un peu à la pêche là pour vous montrer pareil, le niveau d'érudition. Regardez, le secret est perdu, nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettent à leur lit de mort. Et là, vous avez une autre formule qui est très intéressante. Là, il va vous parler de la bataille d'Arc, qui a réellement existé, hein, c'est en Normandie. Sauf que voilà, bataille d'Arc, Henri IV, formidable, hein, ça rebondit dans le coin. Hein. Où il va vous parler d'un souterrain, d'un secret de famille, etc. Là, vous avez un truc très intéressant. Le duc Edgar. Ah, j'ai mis du temps à le décrypter, celui-là. Le duc Edgar. Alors, il faut prendre la phrase complète. Hein. Par le souterrain, avec la complicité du duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Et là, je me suis dit, mais ah bon, complicité avec le duc Edgar, mais qui est ce duc Edgar qui a participé à la livraison de ce secret de famille, Duc Edgar. Alors c'est là où il faut revoir ces classiques. Hein. Pour comprendre ce qu'est le Duc Edgar, il faut le décomposer. Duc Edgar. Duc Edgar. Edgar. Oui, Edgar Poe. Duc. Alors, pour savoir ce que c'est que Duc, il faut avoir lu du Edgar Poe. Et il faut savoir que Edgar Poe a écrit un livre qui s'appelle Le Duc de l'Omelette. Et alors cette histoire du duc de l'omelette, c'est quoi? C'est un personnage aristocratique qui s'appelle le duc de l'omelette, donc c'est une histoire fantastique, hein, à la Edgar Poe bien sûr, qui à un moment donné rencontre le diable. Et à un moment donné, il s'aperçoit, ce duc de l'omelette, que le diable il vit bien mieux que lui, il est plus riche que lui, et presque il l'envie, le diable. Et à un moment donné, il le dit dans son roman, il dit, je vous l'ai mis ici, Duc Edgar fait référence au duc de l'omelette d'Edgar Poe, et donc il dit dans son roman, le duc, en prenant congé de son adversaire, donc le diable, lui assura que s'il n'avait pas été de l'omelette, il eût volontiers consenti à être le diable. En d'autres termes, il est en train de dire que le diable il vit bien mieux que moi, donc si c'est comme ça, je laisse tomber mon titre de l'omelette, duc de l'omelette, je préférerais être le diable. Donc maintenant on revient au Maurice Leblanc, on reprend. Souterrain par la complicité du duc Edgar, qui en cette occasion livra le secret de famille. Donc vous traduisez duc Edgar par le diable, avec la complicité du diable, qui en cette occasion livra le secret de famille. Ça vous parle là? On est encore dans l'affaire de Rennes. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est terrible, hein? Ça fait bouillonner les méninges, hein, ce truc-là. Hein. Il faut savoir que tous ces auteurs-là, on est dans un niveau d'érudition qui nous dépasse aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de paraboles. Hein. On écrit de manière plus simple aujourd'hui. L'île aux 30 cercueils. Donc l'île aux 30 cercueils, eh bien, là on est dans le celtique, on est dans les Redons. Alors, il fait même une allusion à Chateaubriand, bah, bien sûr. Hein. Entre initiés, on se renvoie la balle. Il va nous parler de Véleda, Thala, Magdala. Le cercle, vous voyez ici, les mêmes falaises déchiquetées entouraient l'îlot d'un rempart plus escarpé encore, et même se creusaient en dessous comme le cercle d'une couronne. Là, vous êtes dans un cromlech, le cercle d'une couronne, hein, ça rappelle le serpent rouge, etc. etc. En fait, une fois qu'on a compris, hein, c'est récurrent, hein, toutes les choses reviennent. Hein. Menhir numéro 17. Menhir numéro 17. Oui, 17, le fameux 17, ouais, bien sûr. Là, vous avez, je vous l'ai mis ici, et il joue aussi avec les ambiances un peu bibliques. Hein. Vous allez trouver le suaire, le visage de Véronique. Là, regardez la formulation. Pour ne pas dire qu'il parle du Christ, il va vous dire la silhouette mince d'un corps amaigri par le supplice. Quand même, hein. Il aurait pu mettre le Christ, ça aurait été plus simple, on aurait compris tout de suite. Non, non.
Ben, je peux vous dire que ça prend la tête à un moment donné. Hein, alors, on peut lire du Maurice Leblanc au premier degré, hein, mais... La comtesse de Cagliostro, alors pourquoi elle est importante? C'est parce qu'en fait, il y a une formule très importante là qui interpelle évidemment les chercheurs, qui est la fameuse pierre Alcor. Je vous l'ai mise ici. Dans la comtesse de Cagliostro, l'aventure du roman tourne autour de cette maxime latine, vous la voyez ici, ad lapidem cureba olim regina, qui est un acrostiche qui veut dire Alcor. Bon. Ça se traduit par vers la pierre courait jadis la reine. Vers la pierre courait jadis la reine. Je vais y revenir. Dans la comtesse de Cagliostro, vous avez aussi la comtesse qui dévoile 4 clés. Donc elle donne 4 formulations. Et en fait, ces formulations font référence à 4 romans de Maurice Leblanc. Donc on voit bien que là, la volonté de Maurice Leblanc a été de nous donner 4 clés très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont ces 4 ouvrages qui ont, on va dire, la quintessence de son codage. Hein, donc vous allez retrouver Dorothée danseuse de cordes, très important, L'île aux 30 cercueils, L'aiguille creuse évidemment, et la comtesse de Cagliostro qui évidemment fait référence à tout ça. Je reviens sur ces fameuses pierres Alcor. Ah, on a mis du temps à comprendre comment ça marche cette pierre Alcor. En fait, il y a toute une aventure castelreinaise là-dessus, puisqu'en fait, pour la petite histoire, il y a des chercheurs qui l'ont cherché pendant longtemps, du côté de Serre-Bayrou, tout ça parce que il y avait Plantard, effectivement, qui avait suggéré une pierre que beaucoup de gens cherchaient, qu'on a fini par trouver, mais bon, puis alors, quoi. Bon. En fait, pour comprendre cette pierre Alcor, il faut déjà comprendre que cette pierre, c'est pas celle qui est au-dessus de Rennes-les-Bains. Cette pierre, j'en suis convaincu aujourd'hui, mais parce que je le corrobore avec plein d'autres recherches. Cette pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre levée des Pontiles, la fameuse pierre dressée, la pierre de Pérol, en fait, qui est là. Et comme par hasard, cette pierre, si vous êtes allé la voir, elle est parfaitement orientée sur le Bézis. Elle regarde le Bézis, elle regarde la vallée du Bézis. C'est amusant aussi la valeur numérale de cette maxime, 360. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je vais vous le montrer après, mais cette pierre se comporte comme une table d'orientation, en fait. Je vais vous le montrer après. Connu aussi, ça c'est un grand classique, hein, c'est que on a remonté à un moment donné un parchemin, donc c'est par l'abbé Mazière qui nous dit « La pierre levée des Pontiles regarde aux caves et au grenier du roi. » Ah. Donc on voit bien qu'il y a des traces, il y a des légendes voilà, qui courent dans le coin et qui nous disent « Voilà, attendez, il y a des choses très importantes dans ce coin-là. » Si on regarde la pierre levée, ce que j'appelle donc le système du Bézis, hein, donc vous avez la tête de l'Indien qui est là, vous avez le roc du Kiloutier, vous avez l'aiguille, le point jaune, et là j'ai tracé le méridien, donc c'est une ligne abstraite nord-sud, pile poil. Eh bien la pierre levée est calée sur ce méridien, enfin sur cette ligne nord-sud, parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait vous prenez le méridien qui passe par la pierre levée, et bien ça passe par l'aiguille. Fort. Là, vous comprenez maintenant là où court la reine, là où jadis court la reine. La pierre, là où jadis court la reine. La reine, la méridienne. Je continue. Toujours à la comtesse de Cagliostro. Dès lors, la vérité s'imposait aussitôt à l'endroit même où Alcor se trouve sur la figure céleste. Alors, figure céleste, pourquoi? Parce que dans le roman, on utilise Alcor, qui est en fait la grande ours, hein, c'est une étoile de la grande ours. La borne doit fatalement se trouver sur la figure terrestre. Et là, elle nous donne le procédé. La borne, donc la pierre Alcor, doit fatalement se trouver sur la figure terrestre. La figure terrestre, c'est la tête de l'Indien. Bah oui, on a le procédé là.
Là, je vous ai mis ici, vous voyez le principe de la pierre levée, donc là c'est un chromlech classique, vous voyez le principe de la table d'orientation. Et ici, je vous montre ici ça, parce que c'est très intéressant pour que vous compreniez que en fait tout ça c'est pas sorti du chapeau, et que non seulement c'est pas sorti du chapeau, mais nos grands initiés actuels l'ont largement utilisé pour continuer le secret. Parce que vous allez voir que ce secret, il dépasse de loin le Horazès. Hein. Là, vous avez une vue générale de l'axe majeur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'axe majeur. C'est un des projets très importants de François Mitterrand. Et ça remonte avant, effectivement. Enfin, c'est lui qui a essayé de faire avancer le projet, mais il avait démarré avant. Vous avez ici l'axe qui est là. Vous le voyez, là, il est visible. Il traverse l'Oise et il continue là. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, dans cette partie-là, vous avez une structure béton en fait, qui monte, hein, qui symbolise en fait ce que j'ai mis là, hein, une pierre levée. Et quand on va sur place, vous avez des angles, vous avez un cadran, en fait, comme une sorte de table d'orientation. Ça fonctionne comme ça. Et là, vous voyez que vous êtes sur un cadran, un demi-cercle, et bien, en prenant un angle donné, poum, on part de cette pierre et on trace un trait, l'axe majeur. Majeur, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi des axes mineurs qui vont voir d'autres choses. Donc là, on a le même principe. Vous avez ici la pierre, et vous avez une ligne qui vient pointer l'aiguille. Bon, ben, ça continue, hein, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est voilà, je vous ai mis un certain nombre de choses. Hein, voilà, par exemple, eh ben, il va faire allusion au nombre 7, ça revient régulièrement. Alors 7, évidemment, le chandelier à 7 branches, etc. Voilà, tout le discours de Maurice Leblanc, ouais, regardez, sa figure fut empreinte de gravité et ses yeux, comme fixés dans le vide, disaient l'effort de la méditation. Comme c'est bien dit. C'est la tête de l'Indien. Hein? Sa figure fut empreinte de gravité, ben oui, effectivement. Il est grave et puis il est lourd parce que c'est une pierre. Empreinte, et ses yeux comme fixés dans le vide, ben oui, parce qu'il y a l'abîme derrière. Disait l'effort de la méditation. Il médite. C'est une très belle forme littéraire d'expliquer qu'il y a la tête de l'Indien. Dorothée danseuse de corde, je vous ai mis un petit truc aussi pour vous montrer le niveau d'érudition. Dans Dorothée danseuse de corde, vous avez, c'est l'histoire d'une funambule qui est avec 4 jeunes garçons. Il y a un garçon qui s'appelle Montfaucon. Alors en fait, il s'appelle Montfaucon, il y a Castor et Pollux et Saint-Quentin. Alors je vous avoue que comme prénom, il aurait pu choisir Philippe, Paul, Jacques. Non. Montfaucon, Castor, Pollux, c'est compliqué. Alors, Castor, Pollux, je vous l'épargne, hein, en fait c'est en référence c'est des demi-dieux de la mythologie grecque. Saint-Quentin, c'est un saint particulier. Montfaucon, c'est intéressant. Montfaucon, Bernard de Montfaucon, né le 17 janvier. Ah tiens, ça c'est marrant, c'est rigolo ça. Né le 17 janvier au château de Soulager. Ben, c'est pas loin, hein. Et en fait, ce Bernard de Montfaucon, qui était historien, théologien, ben, c'est lui qui a fondé l'archéologie. Oh, c'est extraordinaire ça. On est en train de nous montrer un personnage qui est dans le coin et qui est spécialisé de l'archéologie, enfin qui a inventé l'archéologie. Vous voyez les petits détails qui nous fait passer comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur une lecture, en fait, on est obligé de s'arrêter presque à chaque mot pour faire une enquête derrière, se demander mais qu'est-ce qu'il nous cache derrière? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dorothée danseuse de corde, vous voyez, c'est assez intéressant. Là, on va monter un petit peu dans le secret. On va être dans la vallée, là, regardez. Les bois cessèrent. Une vallée se creusa entre deux parois de roche et tourna brusquement. Dorothée s'arrêta net. Elle atteignait le but. Oui, parce qu'effectivement, quand on est dans la vallée, à un moment donné, on est sur des parois très importantes et il y a un virage extrêmement important. Dorothée, elle déchiffre les énigmes. Avec sa baguette magique, elle fait jaillir les sources invisibles. Et en particulier, elle découvre dans les endroits les plus insondables, sous les pierres, des vieux châteaux, et au fond d'oubliettes inconnues, des trésors fantastiques dont personne ne soupçonnait l'existence. C'est pas beau, ça? C'est-à-dire qu'en plus, Arsène Lupin a bâti des personnages
qui lui ont permis d'échafauder et d'enrichir la belle histoire. Hein. Et donc, il a créé ce personnage, danseuse de cordes. Vous la voyez ici, parce qu'il y a eu un film de fait. Masha Merrill joue le rôle de Dorothée. Et donc, on voit bien... voilà, et regardez l'allégorie. L'héroïne, elle marche sur un fil. Elle suit un fil. La ligne rouge. La ligne rouge. Hein, voilà, je l'ai mise ici. Saint-Quentin, je te confie la roulotte et les 3 gosses. Dirige-toi d'après la ligne rouge que j'ai marquée sur la carte. Et ouais, elle suit une ligne virtuelle. Et elle est funambule. Donc elle est sur la ligne et elle cherche. Vous voyez comme c'est beau. Vous vous rendez compte le niveau... Comme la roseline. Oui, bien sûr. Qui est rouge. Alors, enfin, Étretat, ben oui, il faut comprendre que en fait, l'Aiguille Creuse est bâtie autour d'Étretat, parce que c'est son roman, évidemment. Donc là, c'est aussi extrêmement extraordinaire, c'est qu'en fait, tout son roman d'Aiguille Creuse, il l'a fait tourner autour d'un site qui est magnifique, hein, qui est Étretat, où vous avez voilà, l'Arche, vous avez une belle aiguille, là, naturelle, de calcaire, qui est là, vous avez des grottes, enfin, vous avez tout un site qui est magnifique à visiter. J'y vais d'ailleurs dans pas longtemps. Tiens. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, il le dit, Maurice Leblanc avoue la stratégie du leurre. Il a utilisé Étretat pour évoquer le Bézis. Ça, c'est très... Je trouve que c'est l'idée la plus géniale qu'il a eue de Maurice Leblanc. C'est-à-dire qu'en fait, il a utilisé un site réel, extrêmement puissant en termes de symboles, pour nous expliquer plein de choses, mais pour nous dire, voilà, c'est très important, mais de toute façon, si vous y allez, c'est pas là. Je vous rassure tout de suite, c'est ailleurs. Et il le dit. C'est pour ça qu'il y a le château de l'Aiguille dans la Creuse. Ouais. Creuse. Aiguille Creuse. Il le dit ici, regardez. Louis XIV achète un domaine et construit le château de l'Aiguille. Quel emplacement choisit-il? Le centre de la France. De la sorte, les curieux sont dépistés. On ne cherche pas en Normandie, Rouen, Dieppe, Le Havre, le triangle cauchois, donc en Normandie, tout est là. Voilà, tout est là. Louis XIV, il le dit 2 fois en plus, hein, comme ça il est sûr qu'on a bien compris. Donc il passe un petit passage sur le max de fer, entre passant. Louis XIV, voilà, prévoyant que le secret pouvait s'ébruiter, avait construit et baptisé ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle, de l'antique mystère. Il vous le dit là. Hein. Voilà, l'Aiguille Creuse, point d'interrogation, un château à clocheton pointu situé au bord de la Creuse et appartenant au roi. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme et les recherches cessaient. Parfait. Magnifique. Il vous le dit là, hein, c'est très clair. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est important, le site est important parce qu'il est plein de symboles, mais c'est pas là qu'il faut chercher. Alors, la question qu'on se pose après, c'est Boudet. Mais Boudet, il nous parle de l'aiguille ou pas? Ah. Ben si, il nous en parle. Alors lui, il nous en parle d'une autre façon, très amusante. Il nous en parle par le subliminal. Et il nous en parle d'une belle façon parce qu'en fait, il va utiliser tous les vocabulaires dont il peut disposer pour nous rentrer dans le cerveau que aiguille, 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 ça pique. Alors regardez. Les mots pointe et pointu sont cités 14 fois. Les mots aiguille, aiguillon, aiguillonné sont cités au total 9 fois. Les mots tête, 43 fois. Le mot head, 14 fois. Alors, il va même utiliser, ce que j'adore, le mot épingle. Et c'est magnifique, hein. Épingle. Alors, il utilise ici, il dit épingle, Icheline. L'extrême propreté était bien loin de briller dans les hôtelleries où s'arrêtaient d'infortunés voyageurs consciencieusement armés d'une épingle. Alors, en fait, vous lisez ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, quoi? Il parle de quoi, là? Et c'est des insectes qui ont des épingles, alors on pense tout de suite peut-être à quelque chose qui pique, des guêpes, des tiques, machin, moustiques, bon. Ok, il s'amuse bien. Mais à un moment donné, on se dit, mais pourquoi il passait par là? Il aurait pu nommer directement l'insecte, ça aurait été plus simple. En fait, non, il avait besoin d'utiliser le mot épingle. Épingle, pourquoi épingle? Parce que épingle, ça pique,
c'est l'aiguille. Et surtout, il y a quelque chose d'important sur l'épingle. C'est qu'il y a une tête. Eh oui, il y a une tête. Comme dans le Bézis, vous avez l'aiguille avec sa tête. C'est une épingle. Eh oui. Inutile de vous dire que là, impossible de comprendre si vous ne connaissez pas le Bézis. Hein. C'est pas la peine. Hein. Alors là, ça continue. Vous voyez, une tête qui médite. Page 124. Eh oui, la tête qui médite, ben on la connaît, on commence à la connaître, elle est là. Hein. La vallée de la tête. Alors, en fait, c'est astucieux aussi. Il va utiliser la tête, qui est une rivière, avec sa vallée, et puis voilà, hop là, on est parti. La vallée de la tête. Bah oui, la vallée de la tête, bah oui, elle est là. Hein. L'entrée de la gorge, où commencent à se dessiner les premières aiguilles naturelles. Alors, là, je vous souligne le truc. Il y a un pluriel, là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas innocent. Voilà, il continue sur les dolmens, etc. Vous voyez, Boudet, comment il en parle, Alors, on va aborder les inédits. C'est assez intéressant, vous allez voir. Il y en a peu, mais c'est intéressant. Le Bézis, c'est une horloge. Ah. Pourquoi c'est une horloge? Parce qu'en fait, il n'y a pas une aiguille, il y en a deux. Il y a une grande aiguille et une petite aiguille. La grande aiguille, elle est là. Et la petite aiguille, c'est un petit bloc rocheux qui est un tout petit peu plus loin quand on avance dans la vallée. Et qui est un peu plus petite. On la voit d'ailleurs, quand on rentre dedans, c'est très pertinent. Hein. On a la grande très pointue et on a la petite, comme une horloge. Hein. Et cette roche a une particularité en plus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abri sous roche avec un stalagmite à l'intérieur, une sorte de petit status, très joli à voir. Alors regardez maintenant, le Bézis c'est une horloge. Donc déjà il faut savoir que par exemple la tour Magdala devait s'appeler la tour de l'horloge. Là où l'horloge. Très probablement, je pense que quand ils avaient décidé de mettre ce nom autour de l'horloge, ils se sont dit ça va être un peu trop parlant, on va rester sur Tour Magdala, ça va être beaucoup mieux. Ça a fuité, heureusement pour nous. Je reviens ici à Dorothée, danseuse de cordes. Regardez. Elle, Dorothée, consulta sa montre. Ah ouais, l'horloge, la montre. Midi. Écoutez, dit-elle, le doigt tendu. Le doigt tendu, je montre Dieu. Écoutez l'Angélus, qui sonne quelque part à l'église du village. Ils se découvrirent. Donc l'action se découvrir, c'est comme on rentre dans une église, hein, on s'incline. C'est sacré, c'est sacré. On est dans un lieu sacré. Ils se découvrirent et en même temps qu'ils écoutaient le tintement de la cloche qui leur arrivait par bouffées irrégulières, on eût dit qu'ils attendaient que l'horloge arrêtée se remît en marche. Une horloge arrêtée? Ben oui, effectivement, dans le Bézis, l'horloge, elle est arrêtée. Elle ne bouge pas. Elle est figée. On eût dit qu'ils attendaient que l'horloge arrêtée se remît en marche. Et rattacha aux minutes présentes, alors là il faut faire un peu de gymnastique d'esprit, et rattacha aux minutes présentes le fil des minutes d'autrefois. Vous voyez, on est en train de dire que l'horloge était arrêtée, mais qu'il suffit de retourner devant l'horloge et de la remettre en marche. Elle va reprendre vie. Vous êtes un peu dans le mythe, entre parenthèses, de Pérou, hein, la Belle au bois dormant. Hein. Un petit peu, hein. Dorothée tomba à genoux, vous voyez, tomba à genoux, toujours on est dans le sacré là. Elle s'agenouille. Son émotion était si forte qu'elle pleurait. Hein, vous êtes vraiment dans le sacré. Elle s'agenouille. Ça continue d'ailleurs ici, vous voyez, dans l'aiguille creuse, il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Vous avez aussi une belle formulation dans la comtesse. Donc la reine piquait, alors là il fait référence à la reine court la reine, hein, jadis là où courait la reine, Alcor. Donc la reine piquait un galop vers la borne Alcor. Regarde ta montre. Ah oui, évidemment, on va vers la borne, on court vers la borne, on y va, on va vers l'aiguille, bah, regarde ta montre, c'est l'horloge.
Vous ajouterez, il s'agit du secret de l'aiguille, la reine comprendra. Donc là, on est dans l'aiguille creuse, et regardez comme c'est beau. Là, on vous parle de l'épisode où Marie-Antoinette, en fait, récupère le secret dans un bout de papier. Louis XVI est parti se faire décapiter. Marie-Antoinette récupère le secret, et elle range le secret. Vous voyez, je suis dans l'aiguille creuse, là. Elle range le secret, où cacher ce document dangereux. Enfin, elle ouvrit son livre d'heures. Oui, formidable, hein. Le livre d'heures, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, un livre d'heures, c'était un peu comme aujourd'hui un agenda, en fait. Hein, c'est un petit livret où on notait un certain nombre de choses. Mais vous voyez que Maurice Leblanc utilise le terme le livre d'or. Vous voyez, il a cherché le livre d'heures. Ah bah oui, ça parle, livre d'heures. Ouais. On est dans le sujet. Hein. Là, on est dans Dorothée danseuse de corde. Hein. Cette horloge qui avait échappé par miracle au ravage des hommes. Ah oui, pour l'instant, elle est protégée. Les deux grandes aiguilles allongeaient leurs flèches couleur de rouille. Oui, parce qu'en fait, si vous allez sur le site, vous allez voir la roche. Il y a du rouge, en fait, il y a de la rouille sur la roche. Allongeaient leurs flèches couleur rouille. La plupart des heures, inscrites comme d'habitude en chiffres romains, étaient effacées. De la mousse et des pariétaires poussaient entre les pierres disjoints du cadran. Bah oui, voilà, on est sur de la pierre, hein, donc il y a de la mousse. Hein. C'est normal. Tout au fond, sous l'auvent, alors regardez bien, tout au fond, sous l'auvent d'une petite niche arrondie, une cloche attendait le choc du marteau. Vous la voyez, la petite... avec la petite cloche qui attend. Ah ben oui, mais on est dans l'allégorie, là, hein, on n'est pas... attention, hein. Une cloche attendait le choc du marteau, parce qu'il faut quand même savoir que il est dans son roman, hein, il ne peut pas trop se déconnecter du roman, parce que sinon les lecteurs ne vont pas suivre, hein, quand même. Hein. Une cloche attendait le choc du marteau. Horloge morte, bah oui, elle est morte, hein, dont le cœur avait cessé de battre. Dorothée eut l'impression que le temps s'était arrêté là, depuis des siècles, suspendu à ses aiguilles immobiles, à ce marteau qui ne frappait plus, à cette cloche muette au creux de son abri. Vous voyez comme c'est beau. Et pour vous montrer que, en fait, tout ça nous remonte aujourd'hui, même à notre époque contemporaine, c'est que si on revient sur l'axe majeur, donc là on est à Paris, Cergy-Pontoise, hein, je vous ai montré cette ligne avec la pierre béton qui se lève avec son cadran, et bien si vous rentrez dans Cergy, par une autre orientation, vous allez tomber sur ça, qui est une magnifique horloge, qui est la plus grande horloge d'Europe. Vous voyez comme le mythe s'est construit et continue aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas le perdre. Hein, il y a eu des efforts qui ont été faits au XVIIe, il y a eu des efforts qui ont été faits au XVIIIe, il y a des efforts qui ont été faits au XIXe, au XXe. Là, je vous montre au XXe, mais là maintenant on est au XXIe et on continue. Hein. Il ne faut pas le perdre. Le secret est important. Je continue. Celui-là, je l'aime bien. Serpent rouge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je savais maintenant ce secret fabuleux et émerveille. Lors des sauts des 4 cavaliers, les sabots d'un cheval avaient laissé 4 empreintes sur la pierre. C'est très précis quand même. Hein. Me voici donc à mon tour cavalier sur le coursier divin chevauchant l'abîme. Donc pendant très longtemps, ça me perturbait ce truc-là. 4 cavaliers, les sabots d'un cheval avaient laissé 4 empreintes sur la pierre. Donc voilà, dans des randonnées, on cherche à faire à cheval, enfin quelque chose qui est en rapport. Pas trouvé. Et puis tout d'un coup, il y avait un déclic. Pas très longtemps, hein, il y a 2 ans à peu près. J'ai compris. Pour comprendre, il faut reprendre la carte de l'époque. Donc là, je reprends la carte 1866, vous l'avez là. Vous l'avez ici. Et là, vous avez l'explication. Quelqu'un voit? Non, peut-être pas. C'est pas évident. Hein. Je rappelle. Je savais maintenant ce secret fabuleux et merveille.
Lors des sauts des 4 cavaliers, les sabots d'un cheval avaient laissé 4 empreintes sur la pierre. Regardez, ici. En fait, le jeu de gravure de la carte vous montre 4 sabots vus par le dessus. Regardez. Ils sont là. Là. En voilà un, deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez, ça ne me lâche pas comment c'est fait au-dessus. Ils sont là. Enfin, j'ai mis du temps à les trouver, hein, je peux vous assurer. Et là, on est où? On est dans le Bézis. On est dans le Bézis, vous voyez? Hop, le ruisseau du Bézis, il est là. Voilà. Là, la vallée, elle est là. Voilà. Et donc, là, ça prend tout son sens. Hein. Lors des sauts des 4 cavaliers, les sabots d'un cheval avaient laissé 4 empreintes sur la pierre. Ben oui, il a laissé 4 empreintes sur la pierre. Me voici donc à mon tour cavalier sur le coursier divin, chevauchant l'abîme. Ben oui, évidemment, on est dans l'abîme là. Hein. Il y a un ravin.